Bonjour à tous et bon début de semaine avec vous et avec Iman News. Bonjour Iman. Bonjour Dani, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un instant, on fera le point sur l'actualité, mais un peu plus tard, on aura un petit débat, justement, avec Dominique Virassamy, le président du SNEC, Badi Fadoul, qui est chef d'entreprise, Jean-Noël Falga, président de la Chambre régionale des professions libérales, et aussi Philippe Leguet, qui est artisan, avec qui on fera un petit peu le point sur la situation dans ce secteur-là. Et puis, on va terminer un peu plus tard avec Kate Popraver, dirigeante de naturopathe de l'agence Body Dietline Guadeloupe. Elle sera avec nous pour expliquer un petit peu ce qu'il vous faut pour vous tenir en forme. Sinon, l'actualité, elle est assez chargée ce matin, Iman News. Oui, tout à fait. Alors, on va faire le point sur les perspectives économiques avec Francette Rosamond. Ce sera l'occasion, début d'année, de revoir un peu les perspectives à venir pour notre économie. On parlera aussi des journées de l'ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, avec un plan de transformation qui est en cours à partir de cette nouvelle année, donc 2024. Il s'agira aussi de faire le point par rapport à l'usine d'équarrissage du Lamentin. Une réunion a eu lieu. On se rappelle que l'usine d'équarrissage avait fermé en début décembre suite à des dysfonctionnements. On reviendra aussi sur le carnaval, puisque la saison a été lancée ce week-end. Il sera aussi question de la première édition du concours de déco de Noël à Vieux-Fort, donc première édition qui a eu lieu ce week-end. Voilà pour les titres. Et donc, on va démarrer avec le point économique avec Francette Rosamond, qui est directrice du magazine Inter-Entreprise. Elle revient sur les perspectives économiques pour l'année 2024. On voit ensemble un reportage de Michel Depape. Déjà, l'année 2023 s'est terminée sur une période extrêmement morose, c'est-à-dire deux guerres, l'une en Proche-Orient, une autre en France continentale, enfin en Europe. Ça peut paraître loin pour nous, mais en fait, ça nous concerne directement parce qu'on a vu comment, sur les matières premières, sur beaucoup d'engrais, des choses agricoles, nos agriculteurs et puis nous-mêmes sommes impactés par le prix de tout ça. Et l'année 2024 n'a pas de meilleure perspective. Bien sûr, en fin de décembre, l'inflation avait été quelque peu maîtrisée, mais on voit qu'elle repart, surtout parce qu'il y a des éléments qui vont faire qu'elle va repartir. Par exemple, depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est soumis à une taxe carbone, ce qui veut dire que tout ce qui va arriver dans nos territoires insulaires, leur prix va être renforcé par une taxe carbone qui est à 300 € la tonne. Et il faut savoir qu'un porte-container quand il utilise 1 tonne de fuel, il émet 3 tonnes de CO2. Ce qui veut dire que chaque nœud fait va provoquer un renchérissement d'au moins 900 € par container. On est dans une période où les choses n'iront pas forcément mieux tout de suite. Monsieur le maire a annoncé d'ailleurs qu'il doit trouver encore des millions d'euros, voire des milliards d'économies. Donc, il y aura des coupes budgétaires qui seront faites en 2024. Il les annonce également pour 2025. Et on voit que l'inflation ne mollit pas, les salaires n'augmentent pas tellement que ça. Donc, il y aura, et puis il y a de nouvelles institutions qui sont arrivées, France Travail, donc avec une nouvelle loi pour remettre toutes les personnes que l'État considère sans emploi au travail, mais surtout avec une baisse des indemnités de chômage et puis une baisse d'un certain nombre d'allocations. On va se rendre compte que les gros vont avoir des difficultés, mais il y a des capacités, des possibilités pour des entreprises bien gérées, bien sûr, de petite taille et qui répondent à un vrai service régional. Parce que la région sera le centre demain. Ce ne sera plus la Chine, etc. Non, si vous avez des choses dans votre région qui peuvent répondre à vos besoins, c'est là que ça va se passer demain.
Voilà pour le point sur l'économie. On va parler maintenant des journées des ESAT, donc c'est les établissements et services d'aide par le travail. Un plan de transformation a lieu justement à partir de janvier 2024 pour permettre d'impulser une nouvelle dynamique, notamment en confortant une mission d'accompagnement pour les personnes dans une trajectoire professionnelle à l'intérieur des ESAT et permettre aussi de nouveaux droits pour ces personnes. On va faire un point avec Michel Dagougnan qui a pu faire un reportage sur ces établissements. L'importance de la journée, c'est de parler du plan de transformation des ESAT qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2023. Ce plan, en quelques mots, c'est augmenter le droit et le pouvoir d'agir des personnes, de travailler plus sur l'autodétermination, c'est-à-dire que chaque personne soit directrice de son projet professionnel, et puis de fluidifier les parcours. C'est-à-dire qu'on crée de plus en plus de porosité, de liens, de passerelles entre le secteur protégé des ESAT et le milieu ordinaire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer puisque là, on est dans vraiment un changement assez quand même assez réel. Hein. Il en vient au niveau des travailleurs en situation de handicap. Donc, au niveau de cela, il y aura une transformation qui sera faite, qui est en cours par rapport à tous ces usagers, qui vont leur donner quand même un certain nombre de droits par rapport aux nouvelles règles qui vont sortir. Et notamment, effectivement, on va se retrouver avec demain des salariés, hein, et parce qu'ils sont en titre aujourd'hui en tant que travailleurs des ESAT, mais ce ne sont pas effectivement des salariés, mais avec ce qui vient par la suite, ça va amener des changements énormes au niveau de ces structures des ESAT en Guadeloupe et en métropole. Alors aujourd'hui, ce qui va changer pour les professionnels, c'est d'une part d'avoir des postures, des contacts qui vont être modifiés de par l'évolution du statut à venir du travailleur des ESAT. Aujourd'hui, le travailleur des ESAT est un usager du médico-social et l'orientation qui est clairement définie par la Conférence nationale handicap, c'est d'aller vers un statut d'assimilé salarié. Donc forcément, ma posture professionnelle, mes liens avec le travailleur vont évoluer. Et puis, c'est aussi de maîtriser l'ensemble des mesures qui sont contenues dans le plan de transformation, notamment quelles sont les mesures qui vont permettre d'augmenter les droits, comment je les mets en œuvre, comment je fais aussi pour accompagner le travailleur dont le projet est d'aller en milieu ordinaire. Donc là, on a des moyens, des outils, c'est de ça dont on parle, et c'est une réunion qui est extrêmement hyperactive, réactive, puisqu'on a autant de temps de questionnement de la part des professionnels qui sont là que de temps d'exposer des règles du plan de transformation. Voilà, donc ce plan de transformation des ESAT permettra de renforcer le pouvoir d'agir de ces personnes et de renforcer aussi l'inclusion de ces personnes en situation de handicap ainsi que pour leur famille. On va revenir sur Noël parce que Noël est passé, certes, mais un premier concours a été réalisé sur la commune de Vieux-Fort, concours de décoration de Noël. Donc on voit un reportage d'Olivier Félix. Nous avons eu une belle participation de la population de Vieux-Fort qui a adhéré donc à ce concept de décoration de maisons et de jardins de Vieux-Fort. L'année prochaine, nous pensons encore avoir de nombreux candidats qui vont encore s'inscrire parce que nous allons encore mettre la barre un peu plus haute. Nous allons également, on va s'attacher à ce que ce projet ait un caractère vieux-fortin, mettant en exergue la culture vieux-fortaine, le patrimoine vieux-fortain. C'est ma belle-fille qui m'a poussée. Le fait qu'il y ait le concours, Nara m'a dit, bon, on pousse un petit peu plus sur les décors, quoi. L'année dernière, j'ai décoré ma maison comme d'habitude, parce que j'aime ça, j'adore faire ça. Donc cette année, on m'a dit qu'il y avait un concours, j'ai dit chouette, alors on va faire un petit peu plus. Je pensais finir premier. Mais enfin, ça annonce pas un combat, mais l'année prochaine, on essaiera de faire plus, on essaiera de faire mieux. Quelqu'un qui finit deuxième a l'ambition de finir premier. Ça, c'est sûr. Donc la prochaine fois, on fera mieux. J'habitais à Paris pendant longtemps. Et les décorations de Noël, ça m'a toujours intéressé. Donc à ce moment, j'allais sur les Champs-Élysées, voir les décorations de Noël, j'étais intéressé par ça. Donc je dis, quand je vais retourner en Guadeloupe, je vais décorer ma maison. Qui est concours ou pas concours, hein, c'est pas le concours qui fait décorer la maison.
Alors, les critères ont été la densité des guirlandes, la répartition des guirlandes. On a aussi mis en avant la présence de l'élément culturel guadeloupéen, ainsi bien sûr que l'originalité. Eh bien, je suis très très contente de remporter. Mais en fait, je l'ai fait, c'était dans le but de participer. Je voulais absolument participer à ce concours parce que j'aime la décoration. Et quand j'ai entendu qu'ils faisaient ça, enfin que j'ai eu le flyer, je me suis tout de suite inscrite et j'ai participé. Avec plaisir, avec beaucoup d'amour. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour parce que j'aime ça. Je pense qu'il y a des gens qui venaient voir. Moi, je ne les voyais pas. Et parce que moi, je prends des cours, il y a des gens qui devaient venir ce soir même voir la maison. Et ils m'ont dit, attends, je veux voir la maison, comment c'est décoré. Mais je pense que les gens ont regardé un petit peu la maison, ils voyaient. Hein. Ils voyaient comment c'était décoré et comment j'ai fait, comment j'ai réalisé. Voilà, et de Noël au carnaval, il n'y a qu'un pas. Et justement, ce pas a été réalisé ce week-end où toute la saison a pu démarrer, y compris dans les îles. On va voir un reportage sur l'île de la Désirade où justement le carnaval a battu son plein. On voit un reportage de Steve Lix. Voilà, il est exactement 12h43. On fait un petit focus très rapide sur un anniversaire. C'est l'anniversaire de la mort d'un président français que beaucoup de gens ont connu puisqu'il était socialiste. Il s'agissait de François Mitterrand. François Mitterrand qui est mort donc le 8 janvier 1996. Il a été président de la République française en 1981 pour la première fois. C'était un socialiste. Après, il a été une deuxième fois président de la République française en 1988. Cette fois-ci, la gauche était un petit peu en difficulté, puisque d'ailleurs, après, ils n'ont pas gagné, puisqu'il y a eu avant des législatives en 86. Et à ce moment-là, il y a eu, on se souvient, peut-être les gens ont peut-être oublié, mais qu'il y a eu la cohabitation avec Jacques Chirac. Et puis en 88, il a affronté Jacques Chirac. Il a gagné au second tour. François Mitterrand était âgé de 79 ans quand il a disparu ce 8 janvier 1996. Je vous le disais, il était atteint d'une maladie qu'on dit incurable, cancer de la prostate. Pourtant, il n'avait pas mangé de chlordécone, mais enfin, quand même, il est mort là-bas, en France. Il va maintenant venir ici. Bon, bref, tout à l'heure, on fera un autre focus, mais cette fois-ci, ce sera sur une chanteuse guadeloupéenne très connue, peut-être pas assez connue au niveau guadeloupéen, c'est la reine de la biguine. Je vais parler de Monde Rivel. On continue avec l'information avec notre ami Iman News qui a encore des informations à nous donner. On va revenir sur le football et donc le club sportif Moulien qui a été éliminé au 32e de finale par Romorantin en National 2, donc 4-0 malheureusement. Oui. Voilà. C'est encore rien parce que les Martiniquais du Golden Lion ont perdu pas 12-0. 12-0, vraiment une catastrophe. Bref. Mais enfin, il faut dire que la différence entre ces équipes-là est importante. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui en France jouent ce qu'on appelle en national
1 et il y a une différence de 3 échelons, on peut dire de 3 étapes entre ces équipes. Et donc, normal, et quant à l'équipe de Golden Lion qui a rencontré Lille, c'est l'une des meilleures équipes en ce moment de la Ligue 1 en France, c'est tout à fait normal. J'aurais pu avoir 40 buts à 0. Hein. Enfin, bon. D'ailleurs, PSG a remporté un match aussi hier, 9 à 0, contre une équipe de division inférieure. C'est un petit peu la règle du jeu en 32e de finale de la Coupe de France. Et jusqu'à maintenant, aucune de nos équipes, ni Guadeloupe ni Martinique, n'a pu franchir le cap de la 32e de finale, c'est-à-dire passer en 16e de finale. Donc ça veut dire que le football guadeloupéen est encore très, très, très loin du niveau qu'il faudrait pour arriver à ces étapes. Mais peut-être qu'on joue ça qui arrive. On verra. On continue. On voit justement un reportage de Richard Etienne et Maxime Morel. De cette compétition, les deux équipes se sont fixées comme objectif faire un long parcours et pourquoi pas succéder au vainqueur de la première édition, le Sporting de Bemao. À l'image de cette action, Cambo Fontaine conclut par Eddie Benjamin qui trouve le coin droit des buts gozériens 1-0, la 21e minute de jeu. 2 minutes plus tard, l'égalisation par le capitaine Jordan Catan et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, scénario identique, beaucoup d'engagement et un deuxième but gozérien signé Virapin, 60 minutes de jeu. Les Gozériens dominent, mais à la suite de ce coup franc capestérien, Nicolas Thiollet trompe le portier Guito. C'est l'égalisation parfaite. Et cette action sublime de Ricardo Philibert qui a permis à Jérémy Prudent de marquer le 3e but. Et le 4e avec Chrislène Joseph pour la conclusion. Une victoire importante pour les Gozériens qui s'affûtent pour les autres compétitions à venir. Voilà, 4-2. Voilà, bien, on va prendre la première pause et on va se retrouver tout à l'heure, d'abord avec le Focus et ensuite avec nos prochains invités, Dominique Vigrassami, je vous l'ai dit, président du SNEG, Badi Fadoul, Jean-Noël Falga et Philippe Leguet. C'est tout de suite après la pub. Voilà, il va être 13h dans 1 minute. Je vous l'ai dit, on va recevoir Dominique Vigrassami, président du SNEG. Bonjour. Bonjour, M. Zandonis. Il est accompagné de M. Badi Fadoul, qui est chef d'entreprise bien connu à Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour. Avec lui, Jean-Noël Falga, lui aussi bien connu en Guadeloupe, pas seulement à Pointe-à-Pitre, mais toute la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour à vous. Président de la Chambre régionale des professions libérales. Et un artisan, Philippe Leguet. Bonjour. Bonjour. Avec on va parler un petit peu de la situation justement des professions libérales au regard de toutes les problématiques que Dominique Vigrassami soulève depuis plusieurs années. Avant ça, on fait un petit retour sur l'actu avec Iman avant le Focus. Oui, retour sur l'actualité. On a parlé des perspectives économiques pour 2024 avec Francette Rosamond, qui est directrice du magazine Interentreprise. Nous sommes aussi venus sur le plan de transformation des ESAD, donc des établissements et services d'aide par le travail. On a vu aussi la première édition du concours de décoration de Noël qui s'est déroulé sur la commune de Vieux-Fort. On a commencé à parler du carnaval sur l'île de la Désirade. On parlera encore du carnaval sur les communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, ainsi que d'une réunion qui a eu lieu à l'usine d'équarrissage du Lamentin. Voici pour les titres. Voilà, on retrouve l'actualité tout à l'heure. Tout de suite, le Focus, il est déjà 13h et on aura 20 minutes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une dame très connue en Guadeloupe, mais peut-être pas suffisamment. Anniversaire de sa naissance, parce qu'elle est décédée il y a déjà beaucoup d'années. Elle est née le 7 janvier 1918, c'est Munda Rivel, née Cécile Jean-Louis, c'est une chanteuse, auteure, compositrice, pianiste, guitariste, actrice originaire de la Guadeloupe. Sa carrière fut très longuement influencée par sa mère qui a été elle-même musicienne. En décembre 1945, elle fut la première artiste engagée aux États-Unis après la guerre en se produisant au Café Society, dirigé par Barnett Josephson, et fut aussi filmée dans un documentaire d'actualité sur la vie nocturne new-yorkaise intitulé Night Club de la série The March of Time. En 1946, elle épouse le pianiste Ellis Larkins. Munda Rivel restera la grande dame de la chanson créole. Il faut rappeler qu'il y a de ça quelques années, c'était en 2018, il y a eu son centenaire organisé par celle à qui elle a transmis le flambeau de la Biguine. Je parlais de Winnie Kaona.
Et depuis, la biguine continue. Et on n'oublie pas donc cette grande dame de la chanson guadeloupéenne qui a porté la biguine sur tous les continents, y compris aux États-Unis, en France et un peu partout. 2 petits extraits d'une musique très connue qu'elle a chantée dans le temps. C'est une chanson qui, bien sûr, que beaucoup de Guadeloupéens connaissent, puisque ça s'appelle La Guadeloupéenne. C'est parti. Sur les quais, les couillers accostés, en full moon, debout là qu'à attendre. Yo les ouais, par curiosité, les nouveaux arrivés au pays, les colons, et puis les fonctionnaires, yo qu'a dit, après débarquer. Que la Guadeloupéenne, c'est anti-flé, anti-popote doré. Y aimait bien habillé, tête toujours bien marrée. Et ces jeunes garçons-là, c'est ça qui aimait lui, et puis c'est tout. Et qu'a dit yo, j'y suis des Thibault. Et tout le monde qu'a pensé, qui a l'issel, c'est un bel bouquet, toujours bien présenté. Qui dit mille coups les fleurs, mon garçon t'en crier doudou, en moins cher, pas ni moyen pour vous résister. La discographie de Mundo Rivel est très très étendue. Il faudrait des journées pour écouter tout ce qu'elle a fait. Bien, alors c'était un petit focus sur cette dame qui a marqué la Guadeloupe au niveau musical et particulièrement la biguine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est le problème de la situation des indépendants. Depuis plusieurs années, Dominique Virassamy, qui est face à nous, président du SNEG, se bat sur cette question-là et je ne suis pas sûr qu'il ait encore gagné toutes les batailles qu'il faut. Alors aujourd'hui, on a décidé avec lui de réunir un certain nombre de personnes qui connaissent ces problèmes des indépendants et la problématique aujourd'hui, c'est la problématique des cotisations sociales. Dominique Virassamy, merci d'être avec nous. Je vous donne la parole. Oui, bonjour Monsieur Sandronis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et merci et bonne année à tous. Oui, effectivement, mais les personnes autour de cette table sont des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis un certain nombre d'années. On échange nos informations et on essaie de mener le combat au mieux pour les indépendants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes pourraient penser que les choses n'avancent pas. Non, les choses avancent bien, parce que je dois rappeler quand même que nous sommes tout jeunes dans ce combat. Ça fait 8 ans que moi je suis président du SNEG, mais je rappelle que la problématique de l'eau dure depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a la problématique comment dirais-je, menée par le GTG, que ça dure depuis au moins combien d'années. Il y a le chlordécone, c'est encore plus loin que ça. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas à rougir par rapport à l'espace temporel. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, et j'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau même, pour expliquer un petit peu pourquoi les chefs d'entreprise ont des problèmes. Et donc, très rapidement, pour donner la parole aux autres invités, il faut savoir que l'indépendant, lui, il cotisait à une caisse qui s'appelait le RSI, le régime social des indépendants, qui est devenu la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, sous la bannière de la sécurité sociale. Et il se trouve que ce régime a utilisé un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2. Et ce logiciel, ayant subi un bug informatique, a eu pour conséquence des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements ont présenté un certain nombre d'incohérences. Notamment, il y a eu des créances qui étaient exorbitantes. Où à l'époque, je me souviens, où le chef... la personne en micro-entreprise ou en auto-entrepreneuriat ne pouvait pas dépasser 32 800 euros et la personne recevait une créance de 100 000, 150 000, 200 000 euros. J'ai même montré à M. Zandronis la dernière fois un document d'un affilié du RSI dans la métropole à qui on réclamait 808 millions d'euros. Je répète, 808 millions d'euros, et cette personne-là a dû aller 3 fois au tribunal pour faire arrêter cette insulte au chef d'entreprise. Et donc, du coup, les personnes ont continué à percevoir des créances exorbitantes, ne pouvant pas faire face, puisque le principal
la principale inquiétude du chef d'entreprise, c'est de générer de l'argent pour d'abord manger. Et donc, comme les sommes étaient trop extraordinaires, les gens ont fait des choix de manger. Et donc, il y a eu des cotisations sociales qui n'ont pas été recouvrées, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui passent à la retraite perçoivent entre 100 et 150 euros de retraite. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et donc, mais le combat continue parce qu'il y a eu des avancées, puisque depuis au début de notre la création du SNEG, nous avons travaillé de concert avec les parlementaires. Et le premier parlementaire à avoir introduit notre demande à l'Assemblée, c'est, à l'époque, il était député-maire, c'est M. Chalus, qui a demandé à Mme Marisol Touraine de s'expliquer sur la situation des indépendants. Et depuis lors, nous travaillons avec les autres parlementaires et ça avance et on aura l'occasion d'en parler. Alors, M. Fadoul, vous êtes chef d'entreprise. Ce que dit M. Vigrassamy, bien sûr, vous interpelle. Mais comment vous vivez ça au quotidien dans votre entreprise? C'est-à-dire que c'est difficile pour le chef d'entreprise. Bon, il y a plusieurs catégories de chefs d'entreprise. L'artisan qui travaille et qui n'a pas d'employé et qui doit tout faire. Oui. Celui-là, je le plains. C'est vraiment, il est, comme c'est dire, un pauvre du pauvre. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler pour gagner de l'argent. Mais comment peut-il faire pour remplir ses obligations, même documents, quand il reçoit des cotisations aberrantes? Comment peut-il faire? Je ne sais pas. Moi-même, je suis confronté depuis 10 ans, plus de 10 ans, 11 ans exactement, avec un mur. Je suis à jour de mes cotisations, j'ai demandé ma retraite, et depuis que cette demande de retraite a été demandée, il y avait un trop perçu par la RSI à l'époque. Dès que j'ai fait la demande de restitution du trop perçu, j'ai une porte qui s'est fermée complètement. Plus aucune personne de faire. Lettre recommandée à la RSI à l'époque. Voie d'huissier, lettre simple, dossier et dossier et dossier et dossier. C'est passé à SSI, c'est pas mieux, puisqu'ils ont récupéré, comme dirait Dominique Vigrassamy, un logiciel qui était obsolète, qui avait énormément de bugs, donc le bug est revenu. Ils n'ont pas voulu recommencer l'inscription de chaque artisan, chef d'entreprise, etc. Donc ils ont récupéré toutes les données, mais des données fausses. Comme le dit Dominique, un artisan qui travaille et qui a cotisé pendant... parce que les artisans n'avaient pas de retraite depuis très très longtemps. La cotisation des retraites n'est pas depuis très longtemps. Donc, ils n'ont pas les 40 et quelques années de faire. Et en plus de ça, elle est moindre d'un salarié. Je suis un chef d'entreprise de moyenne importance. Oui. Je suis à 112 calculés, parce qu'on ne me l'a toujours pas donné. Ça fait 10 ans qu'on ne me l'a pas donné parce que je dois de l'argent. On m'a sorti que je dois, alors que j'ai des documents où c'est marqué 0. C'est marqué 0, j'ai la preuve des trucs, j'ai des courriers où ils me disent qu'il y a un bug chez eux, etc., etc. Et c'est depuis. Et c'est un mur. L'année dernière, ça a eu une avancée. J'ai rapporté les dossiers. On m'a demandé de remettre encore, de refaire des documents. Je les refais. Entre-temps, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu, etc. Et c'est là, c'est un genre de ping-pong. La balle qui est renvoyée comme ça. Ça encore, j'ai des personnels qui peuvent continuer à répondre. Mais celui qui est tout seul, le petit artisan, comment il fait, je ne sais pas. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Juste à vous donner la parole à M. Falga tout à l'heure, il est président de l'Assemblée régionale de position libérale. Mais avant, M. Le Guy, vous êtes artisan. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que c'est similaire à ce que disait M. Fadoul ou est-ce que c'est particulier pour les artisans? En fait, M. Fadoul dit quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que, mais ça, c'est ensemble, moi je suis artisan. J'avais un moment, on essaie de développer son entreprise à un certain moment, mais à un moment, on se retrouve seul. Et comme il dit seul, on peut avoir un expert comptable, on peut avoir tout, mais en fait, quand il s'agit de défendre l'intérêt de son entreprise, on se retrouve toujours seul, quand on est artisan. Alors, comme il dit, vous savez, il y a des hommes spécialistes pour cette histoire sociale et cette histoire fiscale, il y a des hommes, des avocats pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes artisan? Vous venez tout seul,
vous vous présentez devant monsieur ou madame X et vous dites, voilà, j'ai tel et tel problème. Elle vous dit, oui, mais tout le monde c'est comme ça, hein, pourquoi on va changer pour vous? Donc vous vous dites, mais il faut... Je dis, non, c'est comme ça. Alors, il n'y a pas, si vous voulez, une compréhension générale pour comprendre que la situation qu'on nous met est une situation difficile. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire, vous avez, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Vous voyez, mais c'est ça. Et comme ils le disent, alors là, c'est ça qu'il y a à faire. Donc, vous restez chez vous, vous dites, mais qui a sorti moi dans ça? Donc, la solution qui serait mieux faire, et je pense que M. Virasamy va en parler, il faudrait qu'il y ait vraiment une bonne tour de table pour comprendre et faire comprendre qu'aujourd'hui, plus ça ira, plus ça va tuer les entreprises. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui que nous, les entreprises, et je parle pour tous les artisans comme moi, nous avons beaucoup d'orgueil. On travaille parce qu'on a de l'orgueil, parce qu'on ne veut pas prêter au chômage, parce qu'on ne veut pas se rendre un homme ou une femme dans une situation de détresse. Mais on travaille, comme il disait tout à l'heure là aussi, on travaille parce qu'il faut qu'on gagne notre vie. Vous payez plus en charge ce que vous allez recevoir comme indemnité. Est-ce que c'est une logique? Aujourd'hui, vous allez payer, on vous demande peut-être par année 30 à 40 000 euros. Et en cotisation après, on vous donne 200, 300 euros par an. Donc, il y a cette discussion-là qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis... Et je voulais venir sur un point, je ne sais pas si vous l'entendez d'en parler après. Sur le point que, lui, il en parle, mais nous, les artisans, pour pouvoir payer, il faut qu'on ait du boulot. Pour avoir du boulot, il faut aussi qu'on ait un jour de charges sociales et fiscales. Donc, on a mis un plan, l'État, enfin, ils ont mis un plan. Être à jour, vous aurez du boulot. Par contre, être à jour en mettant des moratoires, des ceci, on ne peut pas arriver. Il y a des dettes qui sont trop élevées. Même si on vous donne le multiple des moratoires, ça n'arrivera pas. Je laisse la parole parce qu'il y aura beaucoup à développer sur ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on peut faire aussi pour résoudre ce problème-là. Première chose, c'est dire aux artisans, d'accord, on vous demande à payer, mais on met en place ce qu'on appelle une ligne de commande de travaux pour vous. Cette ligne de commande permettra que les artisans, sachant qu'aujourd'hui, ils peuvent se cibler sur une somme de travail et pourront voir si on peut payer. Mais il y a des choses qu'on doit voir au fur et à mesure. Monsieur Jean-Noël Falga, vous êtes président, donc je disais, de la Chambre régionale des professions libérales. C'est un sujet que vous connaissez, j'imagine, si vous êtes là. Et donc, en tant que tel, est-ce que vous êtes entendu déjà? Oui. J'aimerais refaire un petit focal sur ce qui a été dit. Le RSI a été liquidé sur demande du président Macron en 2013. Je me souviens, oui. Effectivement, il a laissé place au SSI, comme Dominique l'a dit, mais depuis 2017, ce n'est plus le SSI, mais le CPSTI qui est en manœuvre. C'est un point important, et je vais m'en expliquer pour répondre à votre question. On vient de voir beaucoup de choses exprimées et qui sont légitimes, bien sûr. Mais plus loin encore, ça nous montre différentes perspectives qui sont à améliorer. Déjà, il faudrait que tous les auditeurs sachent que nous, en tant qu'indépendants, et je sais que ça peut faire bondir un peu, mais nous sommes privilégiés par rapport à ce qu'on appelle les employeurs. Pourquoi ? Parce que les employeurs qui doivent des cotisations sociales, ils n'ont pas d'autre, j'ai envie de dire, registre que de passer par les principes de l'URSSAF avec tout ce qui s'ensuit, les courriers, les huissiers, etc. Et les échanges, comme disait M. Badou, voilà, et les échanges devant des murs. Nous, au sein des travailleurs indépendants, qui sont, je le représente quand même, je l'informe, à vos auditeurs, nous sommes 30 400 au niveau de la Guadeloupe, c'est-à-dire 50% des travailleurs indépendants en Guyane, Martinique et Guadeloupe réunis. Ça veut dire qu'on a une forte capacité sur ce sujet et on verra que c'est un avantage aussi. Eh bien, nous avons en face de nous une institution qui permet de mettre en place des systèmes d'aide. L'aide à 7, par exemple, est une aide qui doit être sollicitée quand on est confronté à des problématiques de paiement de cotisation. Avantage pour nous, c'est que le conseil d'administration, qui est représenté dans ces commissions au même titre que les administratifs, a une voix prépondérante. Donc, quand on est dans l'analyse d'un dossier, même si effectivement celui-ci a des connotations juridiques qui sont cadrées, mais nous avons aussi une possibilité d'apprécier le fond de ce dossier et de pouvoir prendre des décisions, et dans certains cas qui sont fort favorables pour le cotisant. Donc, il y a une version opaque
qui a été exprimé par Dominique Virasamy à juste titre du passé et de la difficulté de clarifier celui-ci. Je tiens à dire, comme M. Badi Fadoul disait, qu'il y a une injustice sociale qui devrait être réparée. Effectivement, les cotisants d'outre-mer ont été décalés de 10 années par rapport au national, puisque quand le décret est passé au niveau de la nation, celui des dom-tom est passé 10 ans après. Donc vous avez perdu, nous avons perdu 10 années de trimestre. Voilà, par exemple. Bon. Donc, moi, je considère qu'il y a une vision positive aujourd'hui, avec les évolutions qui ont été faites depuis les modifications et les changements de structure et de gouvernance, qui sont pour l'instant, même si elles ne peuvent pas satisfaire, et on va comprendre que ça va être difficile compte tenu du contexte économique dans lequel nous sommes en train d'avancer, qui est très complexe et très compliqué. Et moi, je vous avoue qu'en 45 années, j'ai une crainte des 2 années qui arrivent, parce que je n'ai jamais connu une période aussi dure, à la fois internationale, mais même, ça va sans dire, locale. Donc, on a quand même une avancée en termes d'outils, en termes de capacité d'intervention. Nous avons multiplié les commissions. Avant, nous en faisions une par mois. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 2 dans certaines régions, plus bien sûr en Guadeloupe que sur la Guyane et la Martinique. La Guyane est en retard, complètement en retard sur ses modalités fonctionnelles. Mais en Guadeloupe et en Martinique, nous avançons. Voilà. Alors, Dominique Virasamy, quand on entend aussi bien Badi Fadoul que M. Legui, on se dit quand même, est-ce qu'il peut y avoir une solution? Parce qu'il faut en sortir finalement. Monsieur Jean-Donis, je salue le sentiment de mon ami Jean-Noël Falga, mais je dois lui rappeler que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, je persiste à dire qu'il ne faut pas regarder le verre à moitié plein, mais il faut le regarder aussi à moitié vide. À savoir que, pour bien comprendre, c'est que quand le RSI a été créé en 2006, en 2008, le RSI s'est doté du logiciel, comme je l'ai dit, et ce logiciel, pour pouvoir fonctionner, qui n'était rien d'autre qu'un programme, pour fonctionner, il lui fallait des données. Donc, naturellement, ils ont été chercher les données, c'est-à-dire nom, prénom, immatriculation, auprès du logiciel Taïga des URSSAF, et aussi, en ce qui concerne les retraites, qui étaient bien payées par les chefs d'entreprise, le logiciel SCR. Et quand ils ont marié les 3 systèmes, il y a eu un bug informatique qui a généré des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements ont poursuivi les chefs d'entreprise jusqu'à aujourd'hui, à tel point que depuis 2008 et jusqu'à un certain temps, certains chefs d'entreprise ne pouvant pas faire face, ils ont subi ce qu'on appelle des saisies d'huissiers. Et ces personnes-là étant un peu faibles dans leur esprit, ils se sont suicidés. Et je rappelle, concernant les commerçants et les artisans suicidés, c'est une moyenne de 187 suicides par année. Je dis bien 187 suicides par année. Nos téléspectateurs qui nous écoutent peuvent en général, mais plus de l'Hexagone. Oui. Et donc, nos téléspectateurs peuvent aller sous les moteurs de recherche, ils vont trouver cette information. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, auto-entrepreneurs, micro-entreprises étaient liés à comment dirais-je, 38 000 euros, 32 800 euros à l'époque, et étaient prélevés à 37% de leur déclaration de chiffre d'affaires. En 2014, il y a eu la loi Pinel. La loi Pinel qui permet aux entreprises marchandes, c'est-à-dire au commerce et tout ça, d'avoir un plafond de 176 000 euros à ne pas dépasser. Pour les métiers de service, il s'agit de 72 000 euros à ne pas dépasser. Couturier, maçon, électricien, ils ne doivent pas dépasser 72 000 euros. Or, depuis 2014, les URSSAF n'ont jamais appliqué la loi Pinel, puisque sur la valeur de la déclaration de chiffre d'affaires, il devait être prélevé à 22%. Je le dis, et nos téléspectateurs peuvent trouver ça sur le moteur de recherche, et donc 22% du chiffre d'affaires. Mais pire, dans certains cas, puisque j'ai fait le calcul, quand on calcule le chiffre d'affaires de certaines personnes, à 22%, ça donne un chiffre, et nous observons que certaines personnes étaient encore sous l'ancien modèle, à savoir qu'il y a eu des passes. Et je dis bien des passes, par exemple, les cotisations sociales sont coupées en plusieurs alvéoles. Il y a retraite complémentaire, maladie, décès, tout ce qui s'ensuit.
Eh bien, à l'époque, il y avait un pass, par exemple, pour la complémentaire retraite, c'était sur un pass de 37 000 euros et on prélevait 19% des 37 000 euros du pass. Or, la loi Pinel avait changé ça. La loi Pinel dit, sur la valeur de déclaration du chiffre d'affaires, il devait être prélevé 22%. Et cela n'a jamais été appliqué. Et c'est pour cela que nous allons peut-être avoir le temps d'en parler rapidement. Nous avons travaillé avec les parlementaires, puisque même si nous nous battons en Guadeloupe, la réponse, elle est législative. Et c'est pour ça que je me suis pris la tâche de travailler avec les parlementaires, qui nous permettra de déclencher une mission parlementaire, on en parlera tout à l'heure, qui permettra de faire la lumière sur les 17 ans, je dis bien, de tyrannie du RSI. Alors, quand Jean-Noël, mon ami, qui brosse une image idyllique pour dire qu'il y a des solutions, oui, sauf que Jean-Noël, je persiste à dire, est-ce que la somme qui est réclamée est sincère? M. Fadoul en a parlé. Moi, je gère des dossiers où on réclame de l'argent à des gens où la somme qui est réclamée n'est pas sincère. Alors, une question deux secondes, monsieur Zandou, ne perdez pas votre fil. Or, il y a l'article 1353 du Code civil qui dit que le créancier doit apporter la preuve de sa créance. Oui. Nous, à chaque fois que nous avons un dossier, nous demandons à la Sécurité sociale ou à l'URSSAF de nous apporter la preuve que mon adhérent doit bien cette somme-là. Eh bien, on se confronte à un mur et il n'y a jamais de rendez-vous, sauf peut-être parfois par téléphone. Justement, j'allais y venir. Alors, il y a une action que vous faites avec les parlementaires, mais au niveau de l'interlocuteur ici en Guadeloupe, avec qui vous discutez de cette situation pour pouvoir en sortir? Écoutez, nous on ne reçoit même pas, je sais de la place aux autres tout à l'heure, oui. On ne reçoit même pas, parce que moi, j'ai des dossiers que j'envoie, soit par accusé de réception, soit par mail. Oui. Eh bien, moi, je demande des rendez-vous après la livraison de ce dossier-là. Je ne reçois même pas un document de bonne réception du dossier. Alors, à plus forte raison, avoir un rendez-vous. Pas d'interlocuteur? Non. Si. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai déposé juste avant le Covid, peut-être le Covid a dû faire du retard sur les deux. Un dossier complet, 2009, par lettre recommandée, par huissier et lettre simple. Dossier complet. Donc, le Covid est passé, etc. Depuis, je n'ai plus eu de réponse. J'ai remis en branle... Mais ce dossier a été déposé à qui exactement? Directement au SSI. À la Sécurité sociale, à Totema. À une personne bien déterminée qui a dit qu'elle prend en charge. Donc j'ai le nom de la personne et tout. J'ai remis en branle en 2013 en disant, voilà, depuis 2009, je n'ai pas de réponse sur mon dossier, etc., remis à telle personne, etc. etc. Ils m'ont répondu, 3 mois après, qu'ils ne peuvent pas prendre en compte mon dossier parce que je ne sais qu'une simple lettre, donc je dois le refournir ce dossier. Oui. Donc ça a bien que 1 mois et quelques après, je renvoie le dossier, donc j'ai refait un dossier complet que j'ai renvoyé par lettre recommandée accusé de réception. Entre-temps, je reçois une lettre, donc, peut-être une semaine avant que j'envoie mon dossier, disant, comme je n'ai pas répondu, mon dossier est clos. Je renvoie une lettre avec recode le dossier, disant, vous n'avez pas tenu compte de mon dossier, de telle date et telle date. Alors non, c'est autre chose. C'est que la réponse, la date de la lettre est datée de 3 mois avant la lettre de la poste, c'est-à-dire la date de la poste. 3 mois. Ils ont mis 3 mois de faire le courrier et de la poster. J'ai renvoyé donc le dossier entre-temps et depuis septembre 2023, toujours pas de réponse. Jean-Noël Falga, alors Dominique Virassamy, vous trouvez un petit peu plus trop optimiste? Alors, pour compenser ou en tout cas donner des informations toujours très fiables, parce que moi je veux bien qu'on parle de chaque cas d'un individu, mais j'aimerais qu'on soit plutôt dans un regard global. Le 14 novembre dernier, le directeur de la CGSS a organisé, avec les partenariats CCI, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture et Chambre artisanale, la journée des travailleurs indépendants. Tout à fait. 1300 1300 personnes s'y sont rendues. Oui. C'est déjà quand même une preuve qu'il y avait une attente.
il y avait plus de 140 salariés que la CGSS a mis à disposition ce jour-là dans les services qu'elle a coutume de gérer, la retraite, l'assurance maladie, enfin bref. Il y a donc eu, etc., de demandes qui ont été posées, de dossiers qui sont en cours de gestion, etc. Donc, ce que dit M. Badoul est vrai. Il y a toujours les cas de figure où nous trouvons des gens qui n'ont pas leur réponse. Mais il y a aussi un sacré travail qui est fait. Je tiens à le rappeler aujourd'hui que le délai de traitement, par exemple, que j'ai connu, moi, en 2017, quand j'étais dans ces sphères administratives, pour demander une retraite, dépassait 85 jours. Même plus, vous voyez. Ça, 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, ce délai est réduit à moins de 60 jours. Donc, il faut y voir aussi la notion d'amélioration. Je tiens quand même à préciser ici une chose importante, c'est que la convention d'objectifs qui a été signée en 2017 prévoyait la diminution de 5% des budgets de la sécurité sociale de la Guadeloupe et de la baisse des effectifs à hauteur de 5% sur 5 ans. À l'époque de M. Yakou, il y avait 1500 personnes qui étaient au sein de la CGSS. Aujourd'hui, elles sont moins de 1000. Ouais. Mais alors, la CAF, pareil. Oui. Et le niveau de performance est meilleur. On va essayer d'avancer un petit peu. Parce que notre temps est pratiquement terminé, puisqu'on ne finira jamais ce débat-là, je le sais bien. Mais qu'est-ce qui va se passer dans l'année 2024, puisque nous avons notre année. Alors, monsieur Zandolis, permettez que je fasse juste une digression pendant 2 minutes. Oui. C'est très important que le public puisse savoir que oui, il y a de la bonne volonté de la part de la Sécurité sociale, mais il y a quand même un refus de la part des URSSAF et de la Sécurité sociale de comprendre la loi. Oui. Et je persiste et je signe à dire que, par exemple, nous sommes battus avec les parlementaires qui ont arraché une modification de la loi, puisque avant, la Sécurité sociale pouvait descendre sous le compte personnel des indépendants. Or, il y a eu la loi 2022-172 du 14 février 2022 qui sépare le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte personnel, depuis le 15 mai 2022, on ne peut pas prendre quoi que ce soit. Or, la CIPAV, je dis bien, qui est une branche de la Sécurité sociale, qui a été absorbée, je dis bien, depuis le 1er janvier 2023, par les URSSAF, eh bien, cette CIPAV a continué à prélever de l'argent sur les comptes personnels des gens. Ça ne veut pas dire qu'une créance qui soit antérieure à 2015 ne soit pas recouvrable, puisque la créance est due. Mais la loi dit clairement qu'on ne doit pas prendre 1 centime sur le compte de la personne. Deuxième chose que je veux dire, quand nous, on demande des moratoires allant jusqu'à 36 mois, voire 5 ans pour des entreprises, eh bien, on se heurte à un mur et on dit non, c'est 5 mois, 6 mois de moratoire. Comment une entreprise qui doit 10 000 euros de cotisation sociale peut-elle s'en sortir si on ne lui permet pas d'étaler au maximum le moratoire pour pouvoir faire face? Donc, il y a des ajustements nécessaires au niveau de la sécurité sociale, même si quelque part, je le dis clairement, je n'attaque pas ni Mme Légeron, ni M. Véron, qui sont des fonctionnaires qui sont là pour appliquer la loi telle qu'elle est pondue. Et donc, je suis encore moins sévère envers les employés de la Sécurité sociale, mais toujours est-il, je condamne le fait que les choses se font avec des visières, sans prendre en considération la souffrance des indépendants. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que cette problématique ne pourra jamais se résoudre au niveau de la Guadeloupe, en fait. Ah si, puisque nous avons entamé... C'est possible, M. Balga? Il y a maintenant une avancée. Par exemple, on sait que les directions du CPSTI, qui au départ étaient régionales avec une direction en Martinique qui chapeautait la Guyane et la Guadeloupe, aujourd'hui, elles vont devenir direction Guadeloupe, direction Martinique et direction Guyane. Donc on a une approche maintenant, et ça va dans le sens de la notion d'autogouvernance qui me paraît judicieuse, pour pouvoir effectivement être interpellé plus rapidement et être en mode réactif derrière. Alors, un dernier mot, peut-être à M. Figuet qui est artisan. Pour l'artisan que vous êtes, comment vous voyez un petit peu votre avenir en tant qu'artisan? Vous n'allez pas vous suicider quand même, non? Non, je ne suis pas sur ce point-là. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'artisan, comme on dit, il est quand même amené à faire ce qu'on appelle travailler.
Oui. Et pour travailler, il faut qu'il y ait autour de lui que tout soit en équilibre. Et quand vous avez une situation au niveau de dette, vous n'êtes pas en équilibre. Parce que à dire à quelqu'un que, par exemple, aujourd'hui, ça va bien, parce que mais demain, vous voyez, vous rentrez sur votre compte, il n'y a rien. Ça, c'est pas évident. Bon, maintenant, il y a des possibilités, il y a des solutions. Les solutions, c'est la loi qui le dit. Vous avez ce qu'on appelle l'antissement, vous avez plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais si les gens qui sont là vous disent non, on fait rien. Parce que c'est ce que M. Virasamy, on fait rien. Alors vous avez, la seule solution, c'est de payer. Il n'y a pas de compréhension. Que ce soit au niveau de la dette que vous avez, il n'y a pas de compréhension. Alors, ce que moi je dis aujourd'hui, je dis ça pour tous les artisans, ce qui devrait se passer aujourd'hui, c'est de nous donner la possibilité de travailler. Et il y a des solutions pour donner. Pour qu'on puisse payer, il faut qu'on travaille. Et pour travailler, il faut qu'il y ait des solutions qui sont très... Il y a effectivement ce qu'on appelle le moratoire. Mais il y a d'autres solutions en droit même qui existent de pouvoir obtenir un marché, comme font pas mal d'autres entreprises. Il ne faut pas croire. Hein? Alors, il y a un truc qui se dit, et je veux qu'on arrête de dire ça. Il n'y a pas que les artisans qui doivent au niveau de la sécurité sociale. Non. En l'eau monde gadoué, en l'eau monde même, tout le monde, pour ne pas dire, pour tout le monde gadoué. Et même, je dirais, au niveau des grandes instances, même au niveau des grandes instances, ils doivent aussi là. Parce qu'il n'y a pas que les artisans qui payent la sécurité sociale. Vous avez aussi les mairies, vous avez aussi les collectivités, vous avez aussi les trucs. Et pas quoi que il va douer. Il va douer, mais il y a un droit peut-être qu'à protéger plus que nous. Il y a une autre possibilité. Alors, ce que je vais finir, nous, on a besoin d'avoir des marchés pour payer. Et pour avoir ces marchés-là, il faut nous permettre d'obtenir le droit de l'avoir. La proposition que je fais, la première proposition, pour aller un peu plus loin. Voilà, il est 13h37. Je sais qu'on n'aura jamais suffisamment de temps pour aborder toutes les problématiques. Alors, je peux même vous dire, monsieur Virasamy, qu'on pourra peut-être un deuxième débat sur une thématique cette fois-ci. Oui, pas toutes les thématiques, parce qu'on ne peut pas tout aborder à cette fois-ci. Alors, on va faire une conclusion. On commence par monsieur Valga, et on fait le tour, et puis on termine. Pas de souci. Merci beaucoup. Bon, pour ceux qui veulent me voir, je serai samedi à Destrélan de 14h à 17h pour une petite séance de dédicace Réussir en Guadeloupe. Vous avez sorti un bouquin aussi? Oui, voilà. Je vous ai étouffé, vous. Voilà. Eh bien, il faut avancer. Hein. Et en conclusion, merci déjà d'avoir permis ce premier échange. Je pense qu'il est important. Et j'affirme que sur le CPSTI, aujourd'hui, il existe des outils qui peuvent être saisis par les adhérents, soit pour payer leurs cotisations, en tout cas obtenir des modalités pour celles-ci, soit faire des demandes auprès de la commission de recours amiable quand ceux-ci sont poursuivis, soit faire des appels d'aide pour des matériels qui auraient été défectueux. Par exemple, on a vu l'histoire des sargasses, etc. Il y a des aides financières qui vont dans ce sens. Soit une aide qui est absolument pas sollicitée, l'ADR, c'est l'aide à la préparation du départ en retraite. Et là, on ne voit pas de dossier, on ne comprend pas. D'accord. Dominique, un dernier mot alors, pour annoncer peut-être le prochain débat. Ce que je voudrais dire, c'est que mon ami Jean-Noël Falga, nous travaillons ensemble. Que les téléspectateurs ne croient pas que nous sommes en guerre, puisque je lui ai déjà transféré une trentaine de dossiers qu'il a très bien traités, puisqu'on a eu des résultats, pratiquement 95% de dossiers traités. C'est une très bonne chose. Deuxième chose, nous croyons dans notre combat, puisque je rappelle que M. Bruno Le Maire, qui est actuellement ministre de l'économie, en 2015, il était dans l'opposition lorsque M. Hollande était président de la République. Lui et 108 parlementaires, j'ai le document avec les noms des parlementaires, se sont fendus d'un document qu'ils ont déposé à l'Assemblée le 29 septembre 2015 et portant sur la réforme du régime social des indépendants. Le régime social des indépendants a été condamné par la Cour des comptes, par les parlementaires qui ont annoncé la mort législative du RSI, et puis bien d'autres. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui même, après la transition de 2018 à 2020, la Sécurité sociale a continué à utiliser et continue aujourd'hui à utiliser ce logiciel qui est empoisonné. Alors, la bonne solution, c'est que nous travaillons avec les parlementaires. Et j'ai dans la main un document ici que je vais vous laisser, M. Zandonis, qui est signé par les 4 parlementaires, où ils ont demandé à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de déclencher une mission parlementaire pour faire la lumière sur les 17
ans de pratique du RSI. Donc, ce document-là est officiel. Je pars à Paris. Alors, il faut dire aussi que j'ai été auditionné par le ministère des petites et moyennes entreprises en la personne de M. Yannick Salah. Ça s'est très bien passé, parce que j'ai un document ici, là, que j'ai remis à tous nos parlementaires et autres. Et il se trouve que je pars, pour des raisons personnelles, à Paris le 24, le 22, et le 24, je suis dans un rendez-vous particulier. Et il se trouve que j'ai profité de ma démarche à Paris pour demander une audition à certaines personnes. Et c'est en cela que le groupe Lyot va m'auditionner le 25 janvier. Je suis dans l'attente d'un accord d'audition du Parti socialiste à l'Assemblée. J'ai été approché par le représentant des Républicains en Guadeloupe pour que je sois auditionné aussi. Et Dominique Théophile, que j'ai rencontré récemment, à qui j'ai remis le dossier, va s'entretenir avec ses collègues pour déclencher une mission d'information. Et donc, ce qui veut dire que quelque part, nous croyons qu'à la sortie de cette enquête, de cette mission parlementaire, nous allons avoir la vérité sur la situation et la tyrannie du RSI, et le RSI sera condamné, et comme ça, les chefs d'entreprise pourront peut-être mieux s'en sortir. Alors justement, M. Badi Fadul, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise qui sont comme vous, avec 10 ans de retard? Je ne sais pas quoi leur dire. Je vous assure, je ne sais pas quoi leur dire parce que la fusion entre le RSI et la sécurité sociale, on a pensé qu'effectivement, avec M. Virasamy, on a pensé qu'il allait mettre de l'ordre parce qu'il y a de l'ordre chez les salariés. La sécurité sociale des salariés, il y a de l'ordre. Donc ils cotisent, etc. Et ils connaissent le montant de leur retraite quand ils partent à la retraite. Tandis que la SSI aujourd'hui, RSI, du moins, quand elle a fait la fusion avec la Sécurité sociale, elle a amené dans ses bagages des dizaines de milliards de fonds. Ouais. Des dizaines de milliards. 18 milliards 6. Combien? 18 milliards 8, exactement. Combien, exactement? 18 milliards 8. 18 milliards de fonds. Alors, cette manne d'argent... Qui a disparu. On ne sait pas où elle est. Puisque M. Mathiazin, pardonne-moi Badi, Max Mathiazin a demandé en QAG de s'expliquer, j'ai le document, j'ai le journal officiel, de s'expliquer sur la disparition de 18 milliards. Ils se sont expliqués sur 1 milliard. La compensation, c'est-à-dire que quand un cotisant de salarié paye, il a une retraite, bon, elle n'est pas peut-être énorme, mais elle est quand même conséquente par rapport à ses cotisants. Tandis que nous, non. Si on touche 10-15% de notre revenu annuel, c'est un monde. Je vous dis, moi, je suis à 112,62 €. Eh oui. 112,62 €. Donc, une personne qui n'a jamais cotisé touche un minimum qui est de 400 et quelques. Alors, quelqu'un qui n'a jamais cotisé, un minimum. Minimum 120, 130, 120, 120 €. Ceux qui ont une cotisation. Bien, messieurs, je suis obligé de vous couper, puisque là, nous finissons. Monsieur Miguel a dit le dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est de dire qu'en fait, il faut qu'ils savent que nous, tous les artisans, tout le monde, nous voulons travailler. Nous voulons travailler avec eux, mais qu'on arrive à les rencontrer pour travailler avec eux. C'est ça le mot. Et c'est ce que M. Virasamy essaie de faire, de trouver des solutions. Parce qu'il existe sur nous ici des marchés et on peut les obtenir. Mais il faudrait qu'il y ait la bonne volonté de tout un chacun pour nous permettre d'obtenir ces marchés. Je ne peux pas développer plus parce qu'il y aura plus à dire. Disons que de mettre en place, comme ils mettent en place des possibilités qu'on puisse les payer, mettre en place des possibilités pour qu'on puisse trouver à travailler. Dominique Virasamy, à votre retour de votre mission à Paris, bien sûr, heureux de vous recevoir, savoir ce que vous aurez ramené. Non, vous pouvez ajouter à rien, je l'ai encore. Voilà, il est 13h44, on doit recevoir tout à l'heure une autre personne. Rapidement, Iman, le dernier site d'information. Oui, et on remercie tous ces participants à ce débat. Oui. On va revenir donc sur l'usine d'écarissage du Lamentin. Une réunion a eu lieu. On se rappelle en décembre 2023 que cette usine avait été fermée temporairement jusqu'à réalisation d'un audit. On va voir ensemble un reportage de Solène Fèvre. Depuis 6 ans, 2017, que l'usine a commencé à fonctionner, elle dysfonctionne parce qu'il y a 2 types de nuisances. Des nuisances olfactives que les riverains ressentent au quotidien
et il y a la pollution de la grande rivière Aguayab, ce qui est insupportable. Donc nous avons posé le problème à plusieurs reprises, on ne nous a pas entendus. Donc nous avons été obligés de bloquer. Des décisions ont été prises, notamment l'arrêt de l'usine et deuxièmement, un audit réalisé par des auditeurs. Et ce qui était convenu aussi, c'est que cet audit-là soit réalisé et validé non pas par la SEG, mais par les services de l'État, les personnes compétentes, ce qui n'a pas été fait. J'habite dans le secteur, dans la zone. C'était presque une mission impossible. Mon cadre de vie n'était pas agréable du tout. C'était tout le temps mode apnée. On ne pouvait pas respirer. Aujourd'hui, nous commençons à voir un petit peu le bout du tunnel. Hein. Ce n'est pas encore bien... On ne voit pas véritablement le tunnel, mais c'est dans de bonnes voies. Ce que nous demandons, c'est qu'une fois que ces autorités auront validé, à ce moment-là, nous allons prendre en compte les résultats de l'audit. L'usine d'équarrissage est une nécessité en Guadeloupe pour le traitement des déchets animaux, mais nous voulons que ça se fasse dans les règles de l'art. L'usine va fonctionner cet après-midi sur 3 jours, jusqu'à mercredi, et nous demandons aux riverains c'est pas de patienter, de se manifester tout de suite entre cet après-midi et demain s'ils sentent quoi que ce soit. De noter bien et nous ferons remonter ça le plus rapidement possible. D'après ce que j'ai compris, Iman, l'usine rouvre cet après-midi. Apparemment, on dirait. Ouais. Donc le problème n'est pas encore réglé. Non, mais manifestement. Le pays, les problèmes non réglés. Bien, alors, on va terminer cette série avec Kate Copaver, le dirigeant naturopathe de l'agence Body Jetline. Guadeloupe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, et Iman. c'est Iman qui va vous interroger parce qu'elle connaît très bien la naturopathie, peut-être mieux que moi, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Okay. qu'est-ce que c'est exactement? C'est une agence de perte de poids qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. La dernière fois, lorsque j'étais avec vous sur le plateau, j'avais pris le temps de faire la présentation. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler d'autre chose, puisque sur toujours la naturopathie, donc plutôt les problèmes de ventre. Le ventre, après les fêtes ou bien tout le long de l'année. Hein. Et il y a une solution pour ça? Ah si, il y a des solutions. En plus, on a tout en Guadeloupe. Alors, on écoute. Je laisse Liane. Oui, c'est vrai que c'est souvent un post-fête, on est souvent un peu ballonné. Qu'est-ce que vous préconisez en fait comme action simple qu'on pourrait mettre en place? Justement, toujours les plantes vertes, les légumes, justement pour éviter tout ce qui est ballonnement. Et ça intègre aussi le ventre plat. Justement, il y a des images qui défilent, qui permettent de voir des personnes âgées, des personnes de tout âge, des hommes, des femmes, qui sont en train de préparer en fait des aliments, surtout des légumes. Et là, on voit qu'en consommant beaucoup plus de légumes, que ça favorise une meilleure digestion. Donc la possibilité d'atteindre assez rapidement les légumes verts. C'est ceux qui sont remplis de fibres. Donc plus particulièrement ceux-là, tout en sachant que tous les légumes ils sont composés d'eau, de vitamines, de leur propre gras, de leur propre sucre. Donc lorsqu'on les prépare, peu importe comment, à la vapeur, il y a tout type de cuisson. Comment? On trouve ça dans votre officine? On les trouve chez tous nos agriculteurs locaux, bien sûr, parce qu'on a tout ce qu'il faut en Guadeloupe, donc on se dirige vers eux, et puis là, on mange de bons produits frais locaux. Pourquoi en fait il y a des ballonnements? Ça intervient à la suite de repas trop gras, trop riches? Trop riches, trop gras, on voit que vous en connaissez un rayon. Un petit peu, mais justement ça vient d'où en fait ces problèmes de ballonnement? Justement, donc par rapport à notre alimentation qui est souvent axée sur beaucoup de féculents aussi. Donc on le sait que les féculents ils prennent plus de temps à être digérés que les légumes et les fruits aussi. Voilà, donc tout cela, trop d'apport en sucre, trop d'apport en gras, crée en fait des problèmes de ballonnement par moment. Donc, mis à part le charbon noir, on peut tout simplement utiliser ce qu'on a souvent chez nous, puisque les légumes, on en a très régulièrement. Voilà, pas forcément acheter en fait en plus, quoi. Et puis là, on a des bienfaits.
au niveau intestinal et on élimine les gaz, les ballonnements, de façon à se sentir plus à l'aise, que ce soit après les fêtes, avant les fêtes, pas seulement durant la période de carême, qui vient bientôt d'ailleurs. Oui, je sais. Voilà, c'est surtout cela. Donc les légumes verts favorisent la digestion. On parle souvent maintenant de jeûne hydrique. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes pour, contre ? Je suis pour, oui, sauf que là, c'est encadré vraiment par un service médical. Donc là, on va laisser les médecins s'en occuper. Ouais, c'est très encadré. Donc c'est vrai que ce sont des solutions aussi qui peuvent être apportées, puisqu'il y en a quand même pas mal. Mais là, je vais plutôt parler de magnifiques fruits et légumes qu'on a sur place. Voilà. Est-ce que par rapport il y a souvent des tisanes qu'on peut proposer, il y avait des remèdes de grand-mère, qu'on faisait des purges systématiquement. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Si, bien sûr, puisqu'on connaît justement les bénéfices, les avantages de toutes ces plantes qu'on consomme d'ailleurs beaucoup moins souvent. Donc c'est pourquoi c'est toujours une bonne chose de revoir ses grands-parents, ses parents, de retourner à la campagne, même quand on est citadin. Il y a les marchés et tout, où les vendeuses, elles conseillent très bien, elles sont informées sur les sujets. Donc là, elles n'hésitent pas à préconiser les meilleures plantes, de façon à ce qu'on fasse nos cures de détox à tout moment de l'année. J'ai cru comprendre qu'il faut boire de moins en moins d'eau glacée. Ça refroidit le corps, oui. C'est préférable de boire de l'eau à température ambiante. Oui. Ensuite, c'est vrai que sur nos îles, il fait très chaud. Donc, on a toujours tendance à boire de l'eau glacée. Oui. Mais quand c'est possible, c'est mieux vaut boire de l'eau à température ambiante. Par moment, on peut aussi préparer des solutions détox qui sont assez rapides à faire tous les matins. C'est de l'eau tiède avec du citron. Oui. Voilà, on peut rajouter aussi du gingembre pour le tonus, les vitamines. Et là, ça aide déjà à avoir un détox rapide pour commencer à nettoyer le foie et les intestins et avoir une digestion intéressante au cours de la journée. Autre conseil avant de terminer c'est ça, le conseil, c'est de manger beaucoup plus de fibres. Oui. Et ça élimine santé, aussi... évidemment, manger trop gras. Ah oui, le trop sucré aussi, bien sûr. Si, trop sucré aussi, puisque le sucre il se transforme en gras au bout d'un moment. Ne pas oublier l'activité sportive, bien sûr, un minimum de 30 minutes par jour. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Bien sûr, on a le temps de tout faire en fait, sauf qu'il faut y consacrer du temps. De toute façon, ça fait partie de la santé, c'est le bien-être et tout. C'est prioritaire. Ouais, mieux vaut placer au cours de sa journée, même 15 minutes de sport tous les jours, qui revient à environ 2 heures de sport pour la semaine, de façon à ce qu'on puisse agir sur le capital santé humain. Voilà. On a toujours des bienfaits à bien s'alimenter et à avoir un minimum d'activité sportive. Et bien boire aussi. De l'eau. Bien sûr, de l'eau. Oui. Alors, l'autre jour, il y a des gens qui sont venus ici qui ont annoncé c'était 1 mois sans alcool. Hein. Oui, c'est Dry January, ça c'est le concept. Tout le mois de janvier sans alcool, Kate. Bien sûr. Non, mais je dis ça pour toi. Ah, mais moi, ça va, moi. Ça va bon. Ça va, j'en bois très rarement, c'est occasionnel. Oui, non, mais ce mois de janvier, c'est 0. Oh, on est d'accord. On est d'accord. Bon. D'accord, c'est très bien. Ok, bien. Kate, merci. En tout cas, on prend rendez-vous peut-être pour une prochaine émission sur la naturopathie, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Guadeloupéens maintenant. Les gens découvrent parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, Body Diet Line reste connecté. Oui. Oui, avec Canal 10. Avec Canal 10. On est ensemble. Voilà. Voilà, il est 13h54. On a pratiquement fait le tour de l'actualité. Il y a un dernier sujet, non? Non, on a tout dit? Non, pas de. Ce sera pour plus tard. Ce sera pour aujourd'hui. Rappel rapide. Rappel rapide, on a vu le point économique qui a été fait avec Francette Rosamond sur les perspectives économiques pour 2024. C'était l'occasion justement de voir par rapport à la morosité de 2023 les évolutions qu'il pouvait y avoir sur cette année. On a parlé du plan de journée, le plan de formation, de transformation des ESAT, donc les établissements et services d'aide pour le travail, un plan qui permet de redynamiser et d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Nous sommes venus sur la première édition du concours de décoration de Noël qui s'est déroulé sur la commune de Vieux-Fort. On a aussi parlé de carnaval, forcément, puisque la saison a démarré. On est allé sur la Désirade qui a pu bénéficier de cette première sortie carnavalesque. Et on a fait aussi le point sur la réunion qui est en lien avec l'usine d'équarrissage du Lamentin.
on aura l'occasion de revenir sur le carnaval sur les prochaines éditions. Alors, on a reçu Dominique Vigrassamy, président du SNEC, Badi Fadoul, chef d'entreprise, Jean-Noël Falga, qui est président de la Chambre régionale des professions libérales, et Philippe Leguet, artisan. On a surtout parlé des cotisations sociales et de la situation des indépendants. On a bien vu que pour l'instant, au niveau de la Sécu, malgré ce que dit M. Falga, il y a encore beaucoup de difficultés, mais il faut rester optimiste. On a promis de revoir M. Vigrassamy à son retour de Paris, puisqu'il est en contact avec des parlementaires, et il espère qu'il y aura une mission parlementaire sur ces questions, parce que ce sont des questions qui sont très sensibles aujourd'hui pour l'artisanat. D'ailleurs, l'artisanat, avec M. Leguet, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a aussi le problème des impôts. Et puis, on a terminé avec Kate Cooper, la dirigeante de naturopathe et de l'agence Body Dietline, qui va nous donner quelques conseils après Noël, après Jour de l'An, après tout ce qu'on a consommé, enfin, que les autres ont consommé. Je n'ai pas consommé d'alcool. C'est vrai ça? Même pas un petit champagne? Oui, un petit champagne quand même. Ouais. Après le 31. Bien. Mais en tout cas, on termine avec le mot de créole du jour. Proverbe créole en temps en temps, Odalia nous envoie. À pas même jour où qu'à manger terre ou qu'à enfler. Eh bien justement. Pas même jour qu'à manger terre ou qu'à enfler. C'est les actes et les conséquences. Oui. Ah, faut bien réfléchir sur ça. Et peut-être à pas même jour qu'on manger fibre qu'on maigrir. J'ai envie de dire, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Jordan avec Satiam et Jennifer. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle séquence du ZCL News. On vous remercie de votre attention. Et j'ai rencontré ce week-end des gens de France, des Guadeloupéens qui vivent en France et qui partaient. Ils ont dit, moi, voyons, il faut se bailler en bas là, parce que bon matin, il a fait moins 9. Fradi a rentré si haut. Donc, vous vivez dans le pays, ils ont payé ni Fradi, en Guadeloupe, pas fait ni Fradi, ni moins friché, mais pas ni Fradi. Bien, voilà. Bon après-midi à vous tous. Et puis à demain à partir de 12h30 avec Iman News. Comme toujours.